Alors, bienvenue pour cette session sur la critique sur l'école de Francfort. On a déjà commencé à parler sur l'importance de la clarté politique pour notre activité, la clarté politique pour changer le monde. Et ça inclut nécessairement la lutte contre le marxisme académique, contre les déviations du marxisme qui sont particulièrement importantes aux universités où on fait aussi notre travail politique. Et alors, ça nous donne l'importance de traiter ce sujet, de bien savoir pour construire l'organisation. Le camarade Eric va introduire cette session. Il va parler un peu entre 30 et 45 minutes. Après, on fait une pause et après, si vous voulez parler dans la discussion, moi, dans la pause pour poser une question ou contribuer au travail. Alors, avec ça, Eric. Bonjour camarades. Attention là. En fait, j'ai deux versions d'une introduction d'un exposé. J'ai une version très courte hein, et j'ai une version normale. Je ne sais pas laquelle vous préférez. La première version, c'est « It's all shit ». Mais je crois que si je me limite à ça, on ne va pas beaucoup apprendre. La deuxième version, c'est celle que je vais vous exposer. D'abord, on pourrait se poser la question, mais pourquoi mener une telle discussion? Lucas a déjà répondu en partie à cette question. Mais la raison principale, c'est que, en fait, pour nous, en tant que tendance marxiste internationale, aucune question théorique et philosophique ne peut nous être étrangère. Même si celle-ci nous paraît très farfelue et très éloignée du marxisme. Mais cette discussion est encore plus importante parce que c'est tenu sous l'école de Francfort, est issu du marxisme et prétend aussi avoir amélioré le marxisme. Tellement amélioré que le marxisme devient méconnaissable. Donc, pour cette raison-là, ne serait-ce que pour cette raison-là, nous devons discuter de l'école de Francfort. Et aussi parce que, internationalement, nous avons décidé, il y a quelques années, à la TMI, d'occuper pleinement, de façon offensive et de manière approfondie, le terrain philosophique. Là où d'autres courants ont abandonné le terrain du combat philosophique, c'est-à-dire du combat idéologique, ou le font de façon très éclectique, se focalisant sur les questions du jour, sur l'agitation du moment, sur l'activisme, etc. Nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche. Plein de groupes de gauche nous reprochent, vous n'êtes que des théoriciens, vous ne faites que de l'idéologie. En pensant nous critiquer, en pensant nous dévalorisant en disant ça, en réalité, au fait, ils soulignent la force de notre international et pas notre faiblesse de l'international. Et en disant ça, au fait, ils mettent en exergue leur faiblesse et pas leur force. Donc, l'école de Francfort fait partie de ce qui est décrit comme étant le marxisme occidental, qui se prétend être un approfondissement du marxisme, mais en réalité, ce sont des idées très pessimistes et sont des idées qui sont complètement aliénées du marxisme. Leurs idées étaient très populaires dans l'après-guerre, après Deuxième Guerre mondiale, en Europe, sur les campus et aussi en Amérique latine. Leurs livres, contrairement aux nôtres pour l'instant, se vendaient à des centaines de milliers d'exemplaires. Et les idées de l'école de Francfort étaient aussi très débattues dans les milieux étudiants de gauche et d'extrême gauche. Les personnages les plus emblématiques de l'école de Francfort, ce sont des noms qui vous paraîtront peut-être familiers ou pas. Quelqu'un qui s'appelle Horkheimer, Adorno, Marcuse, Walter Benjamin, Habermas, etc. Un petit avertissement aux camarades, au risque de, c'est un mot québécois, de divulgacher, c'est-à-dire spoiler, au risque de spoiler, au fait, la fin de mon exposé. Au fait, je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit.
Il s'agit d'un courant philosophique qui est né du marxisme, qui s'en est séparé et qui est totalement idéaliste, voire prend les formes les pires de l'idéalisme, c'est-à-dire l'idéalisme subjectif. Il est pessimiste et réactionnaire. Il me dit, mais en fait, c'est toi, Eric, qui dis ça, c'est la TMI qui prétend ça, mais qu'est-ce qu'en disent d'autres historiens, par exemple? Il y a un historien de l'école de Francfort qui est très proche des thèses de l'école de Francfort, Martin Jay, qui a écrit un livre qui s'appelle L'imagination dialectique, où il décrit, au fait, l'évolution de l'école de Francfort, et qui dit la chose suivante. L'école de Francfort a non seulement abandonné toutes les traces d'une théorie marxiste orthodoxe dans le champ idéologique, mais a même compté implicitement Marx parmi la tradition des Lumières. On parlera des Lumières tout à l'heure. Néanmoins, l'Institut a fini par proposer une révision si substantielle du marxisme qu'il a perdu la prétention d'être compté parmi sa nombreuse progéniture. Donc je répète, l'Institut a fini par proposer une révision si substantielle du marxisme qu'il a perdu la prétention d'être compté parmi sa nombreuse progéniture. C'est extrêmement clair. C'est un francfortien, si on peut parler comme ça, qui dit ça. George Lucas, certains connaissent George Lucas, il écrit un livre, entre autres, c'est connu, Histoire et conscience de classe. C'est un compagnon de route de l'école de Francfort, mais les a abandonnés en cours de chemin, qui était membre du premier gouvernement éphémère des soviets en Hongrie. Lui voit l'école de Francfort de la façon suivante, assez comique, d'une certaine façon. Il compare les membres de l'école de Francfort à des personnes qui ont élu domicile dans ce qu'il appelle le grand hôtel de l'abîme, hôtel Abgrund, pour les Allemands ou les germanophones ici. Il dit ce bel hôtel, dit-il, équipé de tout le confort, au bord d'un abîme du néant et de l'absurdité. Et il continue, parmi les anciens résidents de ce fameux hôtel, qui est un hôtel imaginaire, grand hôtel des abîmes, de l'abîme n'existe pas. Il dit, parmi les anciens résidents de cet hôtel figure le philosophe de Francfort, Arthur Schopenhauer, dont le travail, selon Lucas, consistait à réfléchir à la souffrance du monde, mais à une distance très sûre. Et il dit, la contemplation quotidienne de l'abîme, du ravin, entouré d'excellents repas ou de divertissements artistiques, ne peut que renforcer la jouissance des subtils conforts offerts. Si vous voulez en discuter tout à l'heure, ça va cette signification, mais je crois que pour moi c'est assez clair. En réalité, les penseurs de l'école de Francfort ont inversé la 11e thèse sur Feuerbach, la fameuse 11e thèse sur Feuerbach de Marx. Rappelez-vous, celle-ci dit, jusqu'à présent, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. Il s'agit maintenant de la transformer. Les penseurs de l'école de Francfort ont surtout et exclusivement interprété le monde, et surtout pour ne pas le transformer, pour s'y vautrer, pour s'y lever. Et là, la référence de Lucas, c'est aussi une source non suspecte, pas la TMI, Lucas, où il parle en fait, du luxe dans lequel vivaient ces philosophes. Et ce luxe, ce plaisir du luxe auquel ils sont entourés, du statut social, en fait, augmenté en fait, à la mesure où ils décrivaient la domination, la répression, l'oppression, etc. Alors, d'abord, peut-être une brève chronologie de l'école de Francfort et ses premières caractéristiques. L'école de Francfort ne s'appelle pas vraiment l'école de Francfort. Elle s'appelle Institut de recherche sociale, mais elle va être popularisée sous le nom d'École de Francfort. Elle est fondée en 1923. Il y a presque un siècle, on pourrait célébrer, commémorer plutôt, l'Institut, la fondation de l'Institut. 1923, c'est encore où Lénine était vivant. Au début, l'Institut de Francfort se donne ou l'école de Francfort se donne comme tâche la recherche et l'archivage des documents et des textes du mouvement ouvrier et des objectifs théoriques et académiques.
En 1925, l'Institut de recherche sociale signe avec le directeur de l'Institut Marx Engels à Moscou un accord pour publier au fait les œuvres complètes de Marx Engels au moment où Ryazanov, qui était le président de l'Institut Marx Engels, était exécuté par Staline. Ils avaient seulement publié 12 des 42 volumes de l'œuvre complète de Marx Engels. C'est un richissime sympathisant du Parti communiste allemand, d'un membre du communisme, même membre, Weil, qui va financer l'Institut. À cette époque-là, les principaux penseurs ou professeurs de l'école de Francfort, contrairement aux autres, j'ai cité tout à l'heure, étaient des membres actifs de la lutte des classes, étaient membres du Parti communiste. Torch, membre du KPD, Lutas, membre du premier gouvernement soviétique hongrois. Ils étaient proches du KPD, mais on était indépendants. Ils vont rapidement ajouter d'autres sujets à leur travail de recherche, dont la sociologie et la psychologie, vont même essayer de marier marxisme et psychanalyse, vont inclure Weber et Freud dans le marxisme, et surtout étudier le fascisme, le stalinisme, et pourquoi la classe ouvrière allemande, et par extension la classe ouvrière mondiale, est incapable organiquement de se révolter ou de mener à bien une révolution socialiste réussie. Rapidement, en fait, l'école de Francfort va rompre officiellement avec le marxisme et en particulier le matérialisme historique. Quand Horkheimer reprend la direction en 1930, je crois, de l'Institut, il fait un discours inaugural qui est indigeste, je l'ai lu, ou j'ai essayé de le lire, mais c'est clair qu'il n'y a rien de marxiste là-dedans. En tout cas, il rompt officiellement avec le matérialisme historique, et il rompt aussi personnellement et dans la composition du staff avec le mouvement ouvrier. Il n'y a plus personne qui est véritablement actif dans le mouvement ouvrier, ça ne les intéresse plus. C'est même contradictoire avec la recherche, avec la théorie, la pratique comme contradiction de la théorie. C'est très intéressant, on en reviendra tout à l'heure. Et surtout, dans les années 30, sous la pression gigantesque de l'époque de révolution et contre-révolution dans le monde, ils vont éviter de se prononcer sur les questions cruciales pour la classe ouvrière et l'humanité. Entre autres, sur les procès de Moscou, Horkheimer et d'autres vont être silencieux. Ils n'ont pas d'opposition, ils sont œcuméniques, je ne sais pas. Voilà. Prendre position politiquement leur est étranger, leur est même hostile. Ils sont hostiles à ce genre d'attitude. En fait, l'unité organique entre théorie et pratique qui existait au début de l'Institut est abandonnée. Le credo directeur de l'Institut et de la recherche vient la théorie pour la théorie. Il y a un trotskiste allemand, Walter Held, qui était un des jeunes brillants secrétaires de Trotsky, va écrire un article dans la revue des trotskistes allemands en 1938, Unser Wort. C'est un très bon article, mais il arrive à la conclusion suivante. L'abstention de la pratique conduit à la stérilité dans la théorie. Le seul critère de vérité de la théorie marxiste est la pratique. Si la théorie critique, c'est comme ça que se décrivent les penseurs de l'école de Francfort, ne veut pas dégénérer en une perte de temps pour des épigones beaux esprits, elle doit passer à la pratique politique. Il est évident, ils ont lu, je sais que Horkheimer a lu, dire la critique de Walter Held, mais naturellement, ils n'ont pas suivi les conseils de Walter Held à l'époque. Mais ça va au cœur du problème de l'école de Francfort. Une théorie isolée de la réalité pratique politique, ou des théories isolées de la réalité pratique politique. Et on peut essayer de développer toute théorie qu'on veut. Il n'est pas possible de transformer le monde et de le changer ou de l'expliquer avec précision si on ne le prend pas comme point de départ, en effet, de la pratique. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on commence à dévier, à se déplacer de plus en plus vers l'acceptation du système
si on tente de rester neutre dans la formidable guerre de classe qui a lieu dans les années 30 et puis après la Seconde Guerre mondiale aussi. Donc, fin des années 30, début des années 30, mi-années 30, le fascisme arrive au pouvoir en Allemagne, l'Institut déménage vers New York. Cela contribue encore plus au déclin politique et théorique de l'école de Francfort, dans le sens où il s'adaptait à l'ambiance des milieux petits bourgeois intellectuels des universités américaines. Après la Seconde Guerre mondiale, ils reviennent en Allemagne. Le KPD est interdit. Ils ne s'opposent pas à l'interdiction du KPD. Pire, j'aborderai ça tout à l'heure aussi, ils vont activement participer à la reconstruction, pas économique, mais idéologique de l'Allemagne capitaliste et de la domination américaine sur l'Europe. Les études alors vont être, pour plus qu'avant, dominées par les études du consumérisme, la culture dominante, ce qui paralyse la classe ouvrière. Ils rejettent clairement la classe ouvrière et théorisent le fait que la classe ouvrière est incapable d'être un agent révolutionnaire. Brièvement, encore le contexte historique, je crois que c'est très important, c'est de se rendre compte que l'école de Francfort et toutes les théories qui ont découlé de l'école de Francfort sont le produit d'une marée basse historique. Ils sont le produit, en effet, de l'échec de la révolution allemande, ils sont le produit de l'avènement du fascisme, ils sont le produit du stalinisme. Souvent, quand ils prétendent critiquer le marxisme, c'est sa version mutilée stalinienne, dire critique, pas le marxisme authentique, mais comme d'autres dans les années 60, certains postmodernistes, ils ne font pas l'effort non plus d'aller chercher la véritable version authentique du marxisme ou s'engager dans une polémique de Trotsky. Ils évitent Trotsky systématiquement. Voilà. Et donc, c'est aussi le produit de la défaite des révolutions d'après la Seconde Guerre mondiale, de la domination du stalinisme après la Seconde Guerre mondiale et également aussi de la désorientation de la 4e internationale après la Seconde Guerre mondiale, qui aurait pu, sinon pas devenir une force de masse après la Seconde Guerre mondiale pendant le grand essor économique, mais aurait pu au moins rester une référence théorique, philosophique et stratégique importante, mais je veux dire, c'est affaibli elle-même, tenu un énorme recul politique et théorique, glissant dans un sectarisme organique. Beaucoup d'intellectuels de gauche, à l'époque, qui n'étaient pas staliniens, honnêtement pas staliniens, mais sombrent dans un pessimisme des plus noirs, qui à son tour devient très très nuisible sur le terrain philosophique. En fait, c'est assez similaire, mais sur une période beaucoup plus large, la dégénérescence de l'école de Francfort, à ce que Lénine et les bolcheviks, Lénine et ses camarades ont vécu après l'échec de la grève générale et la révolution de 1905. L'échec de la révolution de 1905 a provoqué une réaction sur le terrain philosophique. Vous connaissez tous ce livre, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille, c'est le livre Matérialisme et empiriocriticisme, où Lénine a fait polémique contre ceux qui, en effet, sur base de la démoralisation de la grève générale et dans la classe ouvrière et dans le matérialisme historique et dans la dialectique, vont essayer de réviser le marxisme. Donc, l'école de Francfort commence comme une tentative d'actualiser et d'améliorer le marxisme, avec un focus sur la culture à la superstructure. Ils veulent mettre le marxisme à la hauteur des changements du XXe siècle, et qu'en effet, une culture de masse rendue possible par la radio, la télévision, etc. Ils critiquent Marx et Engels. C'est la base de leur critique. Ils prétendent que Marx et Engels n'ont jamais tenu compte de l'impact de la culture bourgeoise et de son idéologie sur la classe ouvrière. Ils pensent que celles-ci sont plus importantes que les intérêts de classe, que les intérêts matériels sont plus importants que la domination idéologique qui peut être exercée par la bourgeoisie, et qui, selon elle, transforme la classe ouvrière en une classe servile, totalement au service des intérêts du capitalisme et totalement absorbée par ses valeurs. Ils reprochent à Marx et Engels un réductionnisme économique. Par réductionnisme économique, ils entendent que Marx et Engels réduisent tout de façon mécanique et unilatérale
à des questions économiques sans tenir compte du rôle de la culture et de l'idéologie. J'ai une longue citation, mais je ne vais pas avoir le temps de la lire, où Martin Engels démontre clairement les déformations réductionnistes économiques hein, des compagnons de route de Marx et Engels à l'époque. On pourra en discuter tout à l'heure, comment ils répondent à ça. Mais en réalité, quand ils reprochent les marxistes, pas les marxistes, Marx et Engels, de réductionnisme économique, ils révèlent en réalité leur réductionnisme culturel, où toute idée, toute idéologie, toute culture existerait hors de toute base matérielle, sans rapport avec les contradictions du capitalisme, sans rapport avec le développement des forces productives, etc. Et ça se révèle de façon la plus claire dans un des livres écrits par Horkheimer et Adorno, qui s'appelle La dialectique de la raison. Probablement l'œuvre la plus importante de ces deux représentants de l'école de Francfort, où ils expliquent leur alternative au matérialisme historique. Ce livre scelle véritablement leur tournant anti-marxiste. Ils renoncent totalement à toute perspective révolutionnaire. D'ailleurs, dans l'histoire du marxisme, dans l'histoire des luttes de tendance à l'intérieur même des organisations marxistes ou dans le sein du mouvement ouvrier, comme disait Trotsky, toute désertion dans le temps de la réaction bourgeoise a souvent commencé par le rejet de la dialectique. On commence à rejeter la dialectique, on la remet en question, on la relativise, etc., etc. Le matérialisme aussi, tout n'est pas matérialiste, etc., etc. Mais comme la culture et comme les idées sont une force importante, etc. Mais en fait, tout ça, tôt ou tard, aboutit à pousser ces personnages, ces personnalités, ces idées dans le camp de la réaction. Horkheimer, Adorno ne sont pas des exceptions. En fait, Adorno et Horkheimer critiquent les Lumières. Les Lumières, c'est quoi? C'est cette période qu'on identifie culturellement, intellectuellement, avec la Renaissance, une période d'extrême innovation philosophique, intellectuelle, artistique, scientifique, etc. L'âge de la raison, l'avènement de la raison, qui est une période de lutte philosophique, scientifique, artistique, à mort avec la religion catholique et toute sa mainmise sur la société et la pensée des gens. Et donc, ils identifient la lumière avec une période, en fait, qui a initié la régression, disent-ils. Pour eux, les idées de la lumière sont des idées totalitaires. Totalitaires dans le sens où ils disent les idées de la lumière dominent la société comme un dictateur peut dominer les hommes. Et si vous avez bien entendu, j'ai utilisé le mot idée de lumière. En fait, eux, ce qu'ils reprochent surtout aux Lumières, ce n'est pas le développement des forces productives, ce n'est pas le développement de la science, ce n'est pas les découvertes scientifiques, etc. Mais c'est surtout les idées des Lumières. Et on voit clairement comment ils séparent les idées de la base matérielle du 18e, 19e siècle, au 17e, 18e, 19e siècle, mais c'est l'évolution, le développement des forces productives en dehors du féodalisme vers la domination de rapports de production capitalistes. Ils disent que les Lumières sont totalitaires. Les Lumières sont aussi totalitaires que n'importe quel système. Donc pour eux, les Lumières représentent le péché ou les péchés originels de ce que va être le fascisme et le stalinisme. Donc pour eux, la raison, avec un grand R, ou le rationalisme ou autre chose, n'est pas le produit d'une société à un moment donné de l'histoire, mais une force supra-historique avec des pouvoirs spéciaux qui existent en dehors de la société et du temps. Tout ce qui est mauvais au capitalisme est la raison pour laquelle aussi le socialisme ne peut pas s'émanciper, ne peut pas émanciper l'humanité
est due au soi-disant caractère totalitaire de la pensée scientifique. Parce que, naturellement, il y a une identité entre lumière, pensée scientifique, c'est-à-dire l'étude systématique, empirique de la réalité naturelle autour de nous. Et ils vont plus loin encore. Ce que les hommes veulent apprendre de la nature et comment l'utiliser afin de la dominer totalement et aussi les autres hommes. C'est le seul objectif. Pouvoir et connaissance sont des synonymes. En fait, Horkheimer et Adorno adorent asséner des vérités. Ils assènent des vérités qui viennent rarement ou jamais sans preuve. D'ailleurs, la recherche de preuves serait hérétique. Parce que recherche de preuves, ça veut dire appliquer les idées de la lumière. L'étude scientifique systématique, elle est abhorrée. Donc, ils peuvent asséner les choses, mais si on essaye de les pousser ou les tirer sur le terrain, mais en fait, il faudrait peut-être donner des preuves, quelles sont vos études. Non, 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 non. Ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. La même chose c'est lié à leur analyse des Lumières, qui est la source de tout mal, au fait, du 19e, surtout du 20e siècle. Ils vont plus loin et disent, ce n'est pas seulement et plus longtemps la propriété privée des moyens de production qui génère des formes d'esclavage, car, comme le montre l'expérience de l'URSS, la suppression de la propriété privée n'aboutit à aucune sorte de libération. Donc, ils ont fait en fait aucune analyse du stalinisme. Là où il y a Trotsky et d'autres, mais surtout Trotsky dans la Révolution trahie, qui fait une analyse super scientifique, super basée sur des faits, sur des statistiques, etc., sur les tendances économiques et autres de la société soviétique, les francfortiens ne font pas ça, mais assènent des vérités sur base d'un concept de la lumière ou les lumières qui sont la base de tout totalitarisme du XXe siècle. Un autre historien, non suspect de sympathie pour la TMI, qui a écrit un livre aussi sur l'école de Francfort, dit la chose suivante: l'Institut ne considère plus la lutte des classes comme le moteur de l'histoire, la pierre angulaire de toute théorie véritablement marxiste, interne ou externe. Les origines de ce conflit, disent-ils, remontent à la fin du XIXe siècle et sa persistance, voire son intensification après la fin du capitalisme. Ça veut dire la référence veut dire aux Lumières. Parce que quand il parle des Lumières qui oppriment les hommes ne sont jamais, enfin, les êtres humains ne sont jamais qualifiés. Ce sont des êtres humains hors classe. Ils n'existent pas. Les classes sociales n'existent pas pour eux. En tout cas, c'est peut-être exagéré que je dis, je crois qu'ils reconnaissent l'existence de classe, mais pour eux, c'est une vision interclassiste de l'oppression, c'est-à-dire qui est l'aspect principal. Ça, c'est Adorno, Horkheimer et leur livre la dialectique des Lumières. Il y a un autre personnage qui apparaît dans l'école de Francfort qui s'appelle Marcuse, Herbert Marcuse, je crois. Lui aussi commet le péché de l'idéalisme et de la remise en cause de la dialectique, mais de façon bien particulière. Il y a une différence entre Marcuse et Horkheimer et Adorno. Marcuse fait éclose pour le mouvement étudiant des années 60, pour le mouvement contestataire. On pourra lire même sur les murs, paraît-il, de la Sorbonne, en 68, un slogan comme la Sainte Trinité maoïste, Marx, Mao, Marcuse. Adorno et Horkheimer, par contre, sont haïs par les étudiants de gauche et l'extrême gauche. Comme en Allemagne par Rudi Dutschke, qui est un des animateurs, c'est un peu le Tonbandit allemand, qui a été tué aussi lors d'une manifestation, qui animait les SDS, les étudiants socialistes. Quant à Francfort, en 68 ou en 69, les étudiants occupent la faculté de sociologie de l'université. L'école de Francfort s'était totalement identifiée avec la faculté de sociologie de l'université officielle. Ils rebaptiseront la faculté, l'école de Francfort, en faculté Spartacus, en référence très claire à
la révolte des Spartakistes de 19, en disant Adorno, Horkheim, vous êtes la représentation de la passivité face à ce système, passivité compris hostilité, dire hostilité, pas hostilité, mais complicité. Et Adorno fera évacuer par la police les étudiants qui occupent la faculté. Marcuse écrira une lettre à Adorno en disant on peut être d'accord ou pas d'accord avec les étudiants, mais on ne choisit jamais le côté de la police. Il y a un livre phare de Herbert Marcuse, il y en a deux au fait. Un qui s'appelle L'homme unidimensionnel et un autre qui analyse le marxisme soviétique. Mais je crois que l'œuvre la plus marquante est L'homme unidimensionnel, publié en 1964. Ce livre, à nouveau, analyse ou examine de manière critique consumérisme, sublimation des désirs, etc., etc. Il reprend à son compte les concepts des psychologues tels que Freud et Wilhelm Reich et les applique, ou essaye de les appliquer au domaine de la philosophie et de la politique. Il défend une thèse selon laquelle on peut trouver dans l'inconscient les fondements biologiques de sentiment de liberté, voire même de socialisme. Donc les idées socialistes feraient partie du disque dur biologique de l'être humain à travers l'histoire. Donc l'être humain n'est pas historique. Les idées de liberté, socialisme ne sont pas des idées historiques non plus pour lui. C'est des idées supra-historiques qu'on trouverait dans la biologie humaine. En fait, et par liberté, il entend surtout la non-suppression des pulsions sexuelles. Donc, il dit dans une société égalitaire, celle-ci ne serait plus supprimée, ne serait plus réprimée, mais orientée vers des fins non destructives, artistiques, humanistes, etc., etc. Ce désir de liberté le décrit comme Eros. Voilà, dans une approche typiquement idéaliste, Marcuse identifie la pulsion sexuelle que Freud décrit avec le concept historique de liberté. Il fait, comme je dis tout à l'heure, du concept de liberté un concept totalement métaphysique, dans la mesure où il est biologique. C'est une partie immanente de la nature humaine. Ce qui n'est pas vrai. Liberté est une idée relativement récente dans l'histoire de l'humanité. C'est une idée qui vient avec la Renaissance, avec les Lumières, etc. Il est vrai que, et selon les scientifiques, en effet, il y a des endroits dans le cerveau ou de la conscience humaine où on peut retrouver les sensations de soif, faim, colère, etc., etc., mais pas l'idée de liberté ou de socialisme. Il fait, au fait d'une nécessité physiologique, un concept idéologique. Donc, pour nous, c'est élémentaire, la psyché humaine se manifeste et change historiquement, tant dans son contenu que dans sa forme. Et rien ne semble indiquer que l'homme ou la femme du Paléolithique avait une quelconque conception de la liberté dans son subconscient. Voilà. En fait, partant de ces hypothèses qu'il développe, il vous croit voir un fossé infranchissable entre la pensée socialiste et aussi la pratique du prolétariat dans la société contemporaine. Il va théoriser le capitalisme comme un système indépassable. Il dit littéralement, ça va surprendre les personnes qui vivent dans cette époque-ci, il ne faut même pas avoir étudié Marx ou ouvert un chapitre de Capital pour être ébahi par ce genre de déclaration. Il dit la société hautement développée industriellement est une société dans laquelle les crises de surproduction ont disparu. Les crises de surproduction ont disparu. Une société qui était une société de marché libre, transformée en une société dirigée par le profit, par son caractère de monopole privé et d'État. Bref. En fait, je vous laisse juge de ce genre de propos. Il y a un autre terrain qu'il attaque, surtout dans son livre sur le marxisme soviétique. D'ailleurs, c'est le seul aspect du stalinisme qu'il critique
dans son livre sur le marxisme soviétique, c'est la dialectique. Et il essaye d'impliquer Engels de manière totalement inappropriée. Vous savez qu'il y a des courants trotskistes même, les camarades du secrétariat désunifié de la 4e internationale refusent de reconnaître l'application de la dialectique sur la nature. Il y a des différences philosophiques avec ces personnes-là, c'est entre autres ça. Mais donc Marcuse aussi théorise l'impossibilité d'appliquer la dialectique sur la nature. Il dit que la dialectique est une méthode logique qui ne peut seulement se réaliser dans le processus de libération de l'humanité. C'est-à-dire que la dialectique existe seulement dans les contextes révolutionnaires. Alors pour lui, la dialectique se manifeste seulement dans des phases de conflit de classe. Et en fait, de là, il déduit arbitrairement que la dialectique ne peut pas opérer dans la nature. C'est des prémices incorrectes qui conduisent à une conclusion incorrecte. Il va plus loin. Il dit aussi que le communisme, ou que la dialectique ne se manifeste plus dans le communisme. Si on arrive à la société communiste, une société sans classe, ça veut dire une société sans contradiction et sans lutte de classe, la dialectique disparaît. Il présente la dialectique, le communisme comme stade final de l'évolution humaine et la fin de l'histoire, ce qui n'est pas notre cas. Il cite l'Antidurine de Engels à l'appui de cette thèse. Je pourrais citer tout à l'heure aussi, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je voudrais reciter Marx, qui défend Engels sur la question de la dialectique de nature. Il dit « Les lois naturelles ne peuvent pas du tout être abolies. Ce qui peut changer dans des circonstances historiques différentes, c'est la forme sous laquelle les lois s'affirment. » Pourquoi il dit ça? Parce que Marcuse cite Engels dans l'Antidurine. Vous savez que Engels donne une formule ramassée de la dialectique de la façon suivante. Il dit c'est la science des lois générales du mouvement et du développement de la nature, de la société humaine et de la pensée. Marcuse ajoute que Engels aurait noté que nature et société sont toutes deux des étapes du développement historique. Nature comme étape du développement historique. C'est exact pour la société, mais Engels n'a jamais affirmé cela à propos de la nature. La nature n'est pas une étape historique de l'humanité. C'est un fait permanent de l'humanité. Voilà. Pour finir, deux choses. Ces personnages-là sont devenus, on pourrait dire, oui, ce sont des compagnons de route, on a des débats entre marxistes, ils dévient un peu du marxisme, etc., etc. On pourrait être enclin, j'espère que personne n'est enclin à être indulgent avec ces personnages-là. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est pas seulement comment ils révisent le marxisme jusqu'à le rendre totalement méconnaissable, ils sont anti-marxistes. Ce n'est pas une variante du marxisme, l'école de Francfort, mais surtout, après la Seconde Guerre mondiale, ils commencent à défendre des positions totalement réactionnaires et deviennent des agents, pas inconscients, mais des agents très conscients de la reconstruction idéologique du capitalisme après la Seconde Guerre mondiale, et en particulier en Allemagne. Donc la zone d'occupation américaine, ça va être la RFA, la République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne est divisée en deux, comme vous le savez. Les universités sont en grande partie financées par l'argent de l'occupant américain. L'école de Francfort est l'université, la deuxième université la plus financée par le plan Marshall. Parce qu'en effet, après la Seconde Guerre mondiale, on impose dans les universités, dans les écoles, des cours d'éthique et de morale. Ils disent, en fait, il faut un antidote à la nature autoritaire des Allemands, alors fascination pour des dirigeants style Hitler, donc on va leur donner des cours d'éthique et de morale. Et donc,
Horkheimer, dans une lettre qu'il écrit à, je ne sais plus à qui, il demande sa nationalité américaine. Il dit, dans la lettre de justification de sa demande de nationalité américaine, il dit, il y a 12 ans, je suis parti pour l'Allemagne, il était aux États-Unis, il repart en Allemagne, il est parti pour l'Allemagne afin d'aider les jeunes démocrates, à se faire une place dans la société et inculquer des idéaux dans l'esprit des jeunes Allemands. Les idéaux sont les idéaux des valeurs civiques, soi-disant, de l'Allemagne de l'après-guerre, mais qui sont véritablement des idéaux capitalistes. Lui dit valeurs de liberté et de démocratie. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont totalement réconciliés avec le système capitaliste. Et ils prennent directement en charge la responsabilité de la production d'idéologie pour contrer le fascisme et contrer le stalinisme. Certains vont d'ailleurs, je crois que c'est Horkheimer ou Adorno, va d'ailleurs décrire les étudiants de gauche, l'extrême gauche des années 60, comme des fascistes de gauche. Parfois, on nous réplique ça, on rétorque ça à l'école, les marxistes sont des fascistes de gauche. Mais Horkheimer et Adorno reprenaient, ou je ne sais même pas s'ils ont inventé ce concept. Et donc, mais l'élaboration, enfin, le rôle va plus loin encore que l'élaboration de politiques pour l'enseignement supérieur sur les questions éthiques et morales, dans les valeurs bourgeoises, des valeurs libérales, les valeurs américaines, etc. Mais ils décident délibérément de participer et d'aider à la procédure de sélection des officiers de l'armée allemande. À un moment où l'Allemagne, on assiste à un réarmement de l'Allemagne de l'Ouest. Horkheimer invoque naturellement l'unité nationale et il dit clairement qu'il se range derrière sa propre bourgeoisie contre les Russes et les barbares mongols. Sur la question de l'armement nucléaire de l'Allemagne, Horkheimer écrit, nous sommes convaincus que toute faiblesse de l'Occident face à la domination totalitaire à l'Est entraînera tôt ou tard l'esclavage. Et justifie l'armement nucléaire en Europe par, en effet, la lutte contre la domination totalitaire de l'Est. Le passage, quand la réaction est renforcée avec leur soutien à la guerre du Vietnam, par une position très claire contre le mouvement étudiant. Ils disent, Horkheimer à nouveau soutient la guerre du Vietnam en invoquant la défense de la liberté d'expression. Donc Horkheimer, Adorno, si un jour ils ont peut-être fait partie du camp de gauche, mais ils ont très rapidement et très consciemment rompu avec le mouvement ouvrier, avec le marxisme, les années 50, 60 sont véritablement des défenseurs de l'ordre bourgeois. Défenseurs aussi pessimistes parce qu'ils critiquent l'ordre bourgeois. Ils critiquent le consumérisme, ils critiquent des valeurs dominantes, etc., etc. Mais fondamentalement, c'est des défenseurs du système. Pour résumer, l'école de Francfort, c'est quoi? D'abord, une rupture fatale entre théorie et pratique. C'est une leçon importante pour chacun de nous. On a des camarades qui, parfois, sont tentés rien que par l'activisme ou rien que par la théorie. Camarades qui sont à l'université ou qui font un doctorat ou un post-doctorat. En effet, ils sont absorbés par la théorie pour la théorie. Mais nous, en tant qu'organisation internationale, on maintient très très ferme la question de l'unité organique dialectique entre théorie et pratique. Deuxième aspect de l'école de Francfort, c'est la rupture avec le mouvement ouvrier, est évident. 3, je ne me suis pas étendu là-dessus, mais on pourra en discuter tout à l'heure, c'est la culpabilisation de la classe ouvrière elle-même pour les échecs des révolutions. Considère la classe ouvrière comme intrinsèquement conservatrice et corrompue par les biens de consommation de la culture de masse. 4, le rejet du matérialisme historique et son remplacement par un idéalisme, par un réductionnisme culturel. Aucune analyse matérialiste de la dégénération stalinienne et du fascisme. Avec le psychanalyste Erich Fromm, dans les années 30,
ils vont faire une enquête en Allemagne parmi les ouvriers, une enquête psychanalytique parmi les ouvriers, pour essayer de comprendre pourquoi l'ouvrier allemand est fasciné par l'autorité et pourquoi l'ouvrier allemand désire, implore d'être dominé. C'est le typique, je vais finir, étude ou enquête où la conclusion est déjà inscrite dans les questions. Sixième caractéristique, c'est l'absorption par le milieu petit bourgeois et bourgeois. Ils se vautrent dans ce milieu. Nous, on serait mal à l'aise dans un milieu comme ça. On serait physiquement mal à l'aise dans ces milieux-là. Ces gens-là ne sont pas physiquement mal à l'aise. Ils sont très à l'aise. Ça aboutit, en fin de compte, à des défenseurs de la société bourgeoise, en théorie, et la dégénérescence extrême, c'est qu'ils deviennent des agents conscients du capitalisme, de la reconstruction après-guerre, des idéologues du système, en prenant des positions les plus conservatrices imaginables. Dernière chose sur la femme. Les propos de Horkheimer ou Adorno sur la femme sont horribles. Il critique, Adorno, dans une interview, critique le fait que les femmes se sont massivement intégrées dans le marché du travail, parce que ça nuit à l'amour maternel qu'elles pourraient avoir pour leurs enfants. Adorno va aussi applaudir le pape quand il décide dans un encyclique de condamner la contraception féminine. Adorno va même jusqu'à dire que la contraception féminine tue l'érotisme. Et on pourrait continuer. Je suis certain que d'autres camarades ont d'autres idées, pas leurs idées, mais des citations réactionnaires d'Horkheimer et Adorno en tête. Je ne sais pas, les camarades qui connaissent un peu l'histoire du mouvement trotskiste international et surtout américain avant la Seconde Guerre mondiale, il y a le fameux débat dans le Socialist Workers' Party sur la dialectique. C'était d'abord une discussion sur la nature de classe de l'Union soviétique, qui est devenue rapidement une discussion sur la dialectique et l'applicabilité de la dialectique, etc., etc. Et Trotsky va clairement dire que les critiques de la dialectique ne sont pas un hasard. Tôt ou tard, si elles sont conséquentes, si elles ne sont pas corrigées, elles aboutissent à des idées réactionnaires et à développer des idées de soutien au système. Et je crois que c'est ça un peu l'utilité de cette discussion, c'est de nous armer philosophiquement à détecter, ces tendances qui existent dans les campus. Un ami me disait, au fait, Eric, c'est un truc cyclique. Moi, à l'époque, il y a 10 ou 15 ans, il y avait tout d'un coup, pendant une année, 2 années, une sorte d'euphorie pour l'école de Francfort, puis elle a disparu. Mais elle réapparaît régulièrement. Et tout comme les idées postmodernistes, parce qu'elles sont très proches des idées postmodernistes, elles se recoupent en grande partie, mais ce sont des idées aussi qui sont délibérément insufflées dans le mouvement par la classe dominante, par tous les moyens dont elle dispose. Moi, je crois que cette discussion-ci, elle est donc très utile de ce point de vue-là, et j'espère avoir contribué, on va contribuer collectivement à nous vacciner, c'est un mot à la mode, vacciner contre les idées idéalistes et non dialectiques. Merci.